Il est 18h, bonjour et bienvenue dans ce journal du mardi 30 août. À la une, c'est J-5 avant le départ de la Golden Globe Race. La mythique course débutera le 4 septembre. 17 skippers s'élanceront pour un tour du monde à la voile en solitaire sans assistance, mais également sans outils numériques. Une navigation comme en 1968. À quelques jours de quitter la terre ferme, Grégoire de Châtillon a rencontré l'un des deux seuls skippers français au départ, Damien Guillou. Yes. Des bateaux quasiment 2 fois plus petits que ceux que l'on retrouve au départ du Vendée Globe. Pour un tour du monde encore plus difficile, c'est ce qui attend Damien Guillou avec son embarcation équipée comme en 1968. À bord, pas de GPS, le bon vieux sextant sera alors le seul instrument de navigation pour se repérer en mer. Ce que je dis souvent, c'est qu'on a plus navigué sur les mers du monde avec des sextants qu'avec des GPS, parce que finalement les GPS, ça fait une seule génération que ça existe, alors que depuis la nuit des temps qu'on navigue, c'était au sextant et ça marchait très bien. Voilà. Merci beaucoup. Après l'utilisation du sextant, le travail est loin d'être terminé pour se localiser. On a besoin du sextant pour faire un relevé. De là découle tout un calcul avec des tables. Et au bout de ce calcul, on va obtenir une position qu'on va reporter sur la carte et qui va me permettre de savoir où est-ce que je suis. Le skipper a déjà embarqué ses vêtements et sa nourriture pour 230 jours de mer. Voilà sa couchette. Ici, sa cuisine. Ce professionnel de la voile connaît bien ce type de bateau. J'ai toujours connu ce genre de bateau de par mes parents. J'ai navigué, régaté sur des anciens bateaux similaires à ceux-là. J'ai toujours pris beaucoup de plaisir, je les connais bien. Je sais que c'est des bons bateaux, marins et solides, peut-être même plus solides que les bateaux de maintenant. Un bateau à l'ancienne qu'il a fallu trouver pour ce tour du monde. 200 jours minimum. On cherchait un bateau spécifique, c'est un Rössler 36. C'est ce modèle-là que je jugeais être le meilleur pour le Golden Globe Race. Et on n'en a pas trouvé en France. Et le seul qu'on a trouvé, c'était à Venise en Italie. On a fait des modifications qui apportent du confort et de la sécurité, comme ce qu'on appelle la casquette, c'est la grosse partie orange là, qui prolonge le roof du bateau. Je suis préparé psychologiquement à passer 6 mois et demi avec lui en mer autour de la planète, donc il y a vraiment tout un lien qui s'est créé entre nous et c'est sûr que c'est pas rien. Une monture et son navigateur paraît pour cette aventure digne de l'âge d'or de la voile en solitaire. Et des nouvelles de Yannick Bestaven qui vient de réceptionner son IMOCA flambant neuf, Maître Coq 5, le fruit d'un travail de 17 mois, une carène plus étroite, des safrans plus allongés, mais surtout l'évolution majeure tient dans les foils bien plus grands que le bateau précédent, 7 mètres au lieu de 4,5. Yannick Bestaven sera aux commandes de son nouveau jouet au départ du Vendée Globe 2024 et avant ça, de la Route du Rhum dès le mois de novembre. Chaque année, le 30 août, dans le Bois des Gats, on se souvient. C'est dans ce lieu que dans la nuit des 26 août et 10 septembre 1944 furent organisés 2 parachutages d'armes, près de 50 tonnes de matériel. Ce sont les parachutages les plus importants de Vendée et surtout les seuls qui n'aient pas été interceptés par les Allemands, permettant aux forces françaises de l'intérieur d'être armées pour participer à la libération, notamment de La Roche-sur-Yon et des Sables d'Olonne. Une commémoration était organisée ce mardi. Ce sont l'histoire de 373 maquisards qui ont entre 16 et 20 ans à l'époque, qui sont des jeunes qui ne connaissent pas, qui ne savent pas à quoi s'attendre. Ce sont des jeunes hommes et femmes qui n'ont jamais manié les armes et qui vont se retrouver ici à être entraînés pour pouvoir se battre contre l'Allemagne nazie. R comme La Roche-sur-Yon, 1 parce que le plus grand de Vendée. C'est l'histoire des agriculteurs et des artisans et des commerçants qui vont, pour les agriculteurs, participer avec leurs charrettes et leurs bœufs à mettre en place les armes et les cylindres pour les évacuer rapidement et ne pour pas être pris par les Allemands. Et puis à la fois l'histoire des commerçants et des artisans locaux qui vont constituer un réseau pour pouvoir alimenter les maquisards qui sont ici. L'eau de robinet de Noirmoutier a retrouvé les normes de qualité. Pour rappel, il y a quelques jours, sur les 4 communes de l'île, le seuil du taux de THM avait été dépassé, pouvant entraîner des effets sur la santé. Les nouvelles analyses effectuées par l'ARS font état d'un taux respectant à nouveau la limite autorisée. Dans l'attente de nouveaux résultats, les autorités recommandent toutefois de continuer à suivre les recommandations, à savoir laisser reposer pendant 24 heures à température ambiante et non au réfrigérateur l'eau du robinet
dans une carafe ouverte. Ces consignes ne s'appliquent pas aux autres usages comme la cuisine ou la douche. Et puisque les Vendéens sont champions du tri chez eux, collectons aussi hors foyer. L'île de Noirmoutier a été retenue parmi les 51 lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt de Citeo. 40 corbeilles multiflues et 40 abris-bacs pour le verre ont ainsi été installés sur les entrées de 37 plages et 3 cœurs de village. Baptisé Vacances, j'oublie tout sauf trier mes déchets, l'expérimentation a dépassé les objectifs initiaux. À la fin de l'été, 21 tonnes d'emballage et 65 tonnes de verre ont été collectées dans ces bacs. On gère à la fois l'espace urbain, l'espace de la ville et également tout cet espace justement où vous avez une consommation nomade qui est importante, que sont les plages, donc tous les lieux touristiques. Et si l'on regarde à l'échelle de la Vendée, à partir du moment où vous avez mis en place toute l'extension des consignes de tri, les étapes suivantes justement pour aller chercher justement cette consommation supplémentaire, ce sont les lieux touristiques, ce sont les lieux des plages qu'il convient d'investir. Et donc sur cette année 2021-2022, un certain nombre de mobiliers de tri ont été installés ici sur l'île de Noirmoutier, qui va permettre de capitaliser des expériences. Et cette expérience-là va pouvoir servir également aux autres territoires. Et les premiers résultats étant encourageants, 20 équipements supplémentaires seront déployés sur des parkings, des aires de pique-nique ou des espaces de loisirs. Assistons à présent à du théâtre de plein air. Du 24 août au 4 septembre, le Pataquès Théâtre déambule de quartier en quartier. Des représentations gratuites en entrée libre pour faire découvrir le spectacle autrement. Un reportage d'Inès Wick. Il est 14h, il fait chaud, la troupe se réunit pour monter le décor et faire les derniers réglages. Et oui, parce que Pataquès amène le théâtre dans les quartiers pour abattre les préjugés. On retrouve tous les codes du théâtre sans les murs, sans lumière. Parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est de pouvoir avoir un vrai contact avec les gens. C'est-à-dire que quand les comédiens jouent, ils voient les spectateurs, on partage la même expérience, en fait. Il n'y a pas de barrière, en fait. C'est vraiment accessible à tout le monde. Et c'est ça, je pense que notre créneau, c'est ça. Montrer que c'est accessible à tout le monde. Pour tous, toutes, quelles que soient les conditions financières, quelles que soient les conditions sociales. Voilà. C'est un moment qu'on doit partager tous ensemble. Au sein de la troupe, tout le monde partage la même vision du théâtre. Jouons et puis après retrouvons-nous autour d'un verre, discutons, échangeons, parce que c'est rare maintenant de rencontrer le public. L'idée d'itinérance, c'est qu'on s'apprivoise en fait. Plus on va se connaître, moins on aura peur, et moins on aura peur, plus on viendra. C'est un vrai travail d'équipe où tous mettent la main à la pâte. Mais qu'est-ce que vous faites là La troupe revient à l'essence même du théâtre. Très boostant, c'est bousculant et il y a un côté challenge quand même. Ça oblige à aller chercher des ressources fortes, à s'adapter. Le public est différent, il rentre, il sort. Enfin, c'est pas du tout un public captif comme dans un théâtre classique où voilà, la lumière se baisse et puis les gens sont là, ils n'osent pas parler. Là au contraire, s'il y a des mouvements dans la salle, dans les gradins, des gens qui rentrent, qui partent, des enfants qui crient, tout ça, ça fait partie de la vie. Oh mon Dieu! Oh, c'est affreux! Je reprendrais bien la pizza. Moi aussi. Elle est morte! Et initialement, il y a longtemps, le théâtre, c'était ça. Hein. Donc c'est aussi peut-être retrouver cette dextérité, cette souplesse de comédien qu'on a oubliée. La pièce se déplace dans les quartiers de La Roche-sur-Yon jusqu'au 4 septembre pour offrir aux habitants du rire et du spectacle. Il reste une dernière journée avant la rentrée scolaire. Et si vous en profitiez pour visiter le château des Essarts? C'est la jolie idée de sortie en famille que nous propose notre journaliste Simon Philippot. On le découvre en images. Beaucoup passent devant sans vraiment savoir ce qu'il se cache derrière. Et pourtant, le château des Essarts renferme bien des secrets, avec à la fois le château médiéval, le manoir, mais aussi la motte féodale, lieu de la toute première présence humaine dans la commune. Première motte féodale qui vient justement de l'origine de la ville des Essarts, puisqu'à l'époque c'est Guilémus de Exartis qui va créer cette localité des Essarts. Alors, vieux français, Exartis signifiait zone déboisée. Dû au développement de l'agriculture à l'époque. Et donc finalement, c'est ensuite qu'est né le nom de la ville des Essarts que nous connaissons. Mais le site est bien antérieur à cela, puisqu'effectivement, c'est aperçu au sommet de cette motte féodale en 1958, suite à des fouilles réalisées au sommet, que cette fouille avait servi aussi de lieu de rituel pour les Romains,
lorsqu'ils étaient ici sur l'invasion de la Gaule. Depuis plusieurs années, les activités touristiques y sont développées, visites, spectacles, parcs aventures et même la possibilité de se retrouver au cœur d'un campement romain ou bien sur les traces d'un brigand et de son trésor. Rouge. Un rouge. C'est bon. C'est bon. 1837. On n'arrive pas à l'ouvrir. Ah oui, c'est là. Ah oui, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Waouh, trop bien. Merci. Avec un parc de 17 hectares et autant d'activités proposées, le château des Essarts est la promesse de belles balades en famille. Un lieu qui plaît aux touristes comme aux locaux qui découvrent les lieux. C'était très intéressant. Pour les enfants, c'est très ludique. J'ai beaucoup aimé, surtout les activités. On nous faisait participer, c'était très intéressant. Il y a pas mal de choses à voir. Le trampoline pour les enfants est très bien. Bon, on était déjà venu il y a 2 ans. Et puis c'était pas mal. On continue. C'est vraiment un plaisir là, de visiter ce parc. L'été prochain devrait voir l'arrivée de nouvelles activités au cœur du parc. En attendant, le château reste ouvert toute l'année aux visiteurs. Et jetons un œil à la météo avant de refermer ce journal. Les journées se suivent et se ressemblent un petit peu dans le ciel. Hormis un léger voile nuageux, c'est le soleil qui dominera le matin avant que le ciel ne se charge dans l'après-midi, laissant craindre une évolution orageuse. Côté température, vous le voyez, les températures resteront douces. Nous aurons jusqu'à 33 degrés dans le Sud-Sarthe, 23 du côté de Noirmoutier. C'est là-dessus que s'achève notre journal. Merci de votre fidélité. L'information revient dès demain 7h dans votre matinale avec Caroline Tronche. Sur ce, passez une très belle soirée et à bientôt sur TV Vendée.